Merci beaucoup de votre invitation à faire cette conférence. Je voudrais essayer justement d'aborder cette notion de réontologisation avec le numérique et l'intelligence artificielle, mais je vais peut-être d'abord commencer par essayer de préciser ce que l'on entend par ces différents termes. Qu'est-ce que c'est que le numérique? Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Mais avant de commencer cela, je crois qu'il faut partir d'une constatation que nous faisons tous, c'est que la plus grande partie de nos vies se déroule aujourd'hui en ligne. Les échanges interhumains passent intégralement ou presque par le truchement de flux d'informations. C'est une transformation vraiment majeure qui est assez récente. Et l'intelligence artificielle utilise, interprète, recommande, transforme, produit des textes. On a tous l'expérience de ChatGPT, des images. On a vu ces images fallacieuses, des sons, des vidéos, qui sont tous assimilés à des flux d'informations qui peuvent être transformés, fabriqués, modifiés. Et nos existences, qu'elles soient culturelles, intellectuelles, sociales, plus généralement, la condition humaine se trouve affectée par le numérique. Et c'est bien sûr de cela, je crois, dont je vous propose de discuter ce soir. Alors, je commençais par dire que nous sommes tous redevables aux technologies de l'information d'innombrables bienfaits. Et je vais en citer quelques-uns ici, même si je ne les détaillerai pas, mais il me semble qu'il est important de bien partir de ce constat. Le premier, c'est le web, ou ce qu'on appelle la toile. Alors vous savez tous qu'il s'agit au départ du couplage des réseaux de télécommunications, protocoles d'échange d'informations entre ordinateurs, qui ont été utilisés pour essayer de construire un réseau de communication qu'on a appelé la toile. Et la toile, c'est au départ une notion qui vient de l'intelligence artificielle qui s'appelle l'hypertexte. C'est un philosophe qui s'appelle Ted Nelson qui, en 1965, a imaginé reproduire l'équivalent d'une mémoire dans laquelle il essayait d'établir des liens comme il peut y en avoir dans notre mémoire. Et il a appelé ça l'hypertexte, c'est quelque chose qui est plus qu'un texte, parce que on peut avoir des renvois d'un endroit à l'autre du texte. Et il a utilisé des techniques d'intelligence artificielle pour programmer cet hypertexte en 1965. Et ensuite, cette idée a été reprise en plein cœur de l'Europe, et je crois qu'il est important de le rappeler, même si vous le savez certainement tous, par quelqu'un, alors qui était européen à l'époque, je dis qui était parce qu'il est anglais, et qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on doit dire qu'il est européen, Tim Berners-Lee, qui a eu l'idée d'avoir un hypertexte dans lequel les liens ne sont pas localisés dans la mémoire d'un ordinateur, mais sont sur le réseau. Et c'est ça qui a donné naissance au début du web. Et il a pris comme protocole que vous connaissez tous HTTP. Et HTTP, ça veut dire Hypertext Transfer Protocol, le protocole de transfert de l'hypertexte. De même, le langage d'écriture des pages du web, c'est le HTML, qui veut Hypertext Markup Language, langage de balisage de l'hypertexte. Donc vous voyez ce lien très fort qu'il y a avec l'intelligence artificielle. Et on va revenir là-dessus, mais le numérique est directement lié au web. Alors, ce web, c'est à la fois, bien sûr, à la source de tout un tas de défauts. On peut dire que il en va du web un peu comme dans la langue d'Ésope. C'est à la fois la meilleure et la pire des choses. Vous vous souvenez de l'épisode de la langue d'Ésope, peut-être? Non. Alors, je vais quand même vous la raconter. C'était un esclave extrêmement spirituel. Et d'ailleurs, beaucoup de fables trouvent leur origine chez Ésope. La Fontaine s'est beaucoup inspirée de ces petites histoires. Et l'une de ces fables, donc, cet esclave était employé par un maître qui lui demande un jour de lui faire le repas le plus extraordinaire qu'on puisse imaginer, parce qu'il a des invités de prestige qu'il veut absolument honorer. Et il lui dit « Je te donne carte blanche ». Et donc, Ésope dit « Il n'y a aucun problème, je vais me débrouiller, je vais te faire la meilleure des choses au monde ». Et au moment où les invités arrivent, donc en entrée, il y a de la langue. Et bon, c'est pas mauvais, effectivement, oui. Et puis ensuite, en premier plat, il y a de la langue. Et puis en deuxième plat, il y a de la langue. Alors, bon, les gens, et au dessert, il y a de la langue.
Mais tu te moques de nous, quoi. C'est un peu monotone. J'avais demandé les choses à plus riches. J'ai dit oui, mais la langue, c'est la meilleure des choses. C'est grâce à la langue que les hommes échangent, que ils font de la poésie, qui construisent des constitutions, que on a des pays forts. La civilisation, c'est lié à la langue. Donc tout le monde rit. Et on se dit bon, il a raison. Et ben on va maintenant regarder. Qu'est-ce que c'est que la pire des choses? Parce que ça va être extrêmement varié. C'est comme l'enfer. Quelques-uns disent l'enfer, c'est formidable. Il y a plein de choses extraordinaires, différentes. Mais tu nous fais le plus mauvais, enfin le repas qui correspond aux choses les pires. Et donc, il n'y a pas de problème. Et donc, 15 jours après, les mêmes invités reviennent. Et là, en entrée, qu'est-ce qu'il y a? De la langue, bien sûr. Et puis, en premier plat, de la langue. En deuxième plat. Alors là, bon, tout le monde dit, mais tu te moques de nous, c'était la meilleure des choses, maintenant c'est la pire des choses. Il dit, ben oui, mais la langue, c'est aussi ce qui sème la discorde, le mensonge, la diffamation, les guerres, etc. Et je crois qu'il en va avec le numérique un peu comme la langue des hommes, c'est à la fois la meilleure et la pire des choses. Alors, meilleure des choses, pourquoi? Parce que nous vivons tous dans une bibliothèque à ciel ouvert. Il se trouve qu'il y a très longtemps, c'était en 1993, j'ai été invité, parce que je participais à un dictionnaire des sciences qui était parrainé par Michel Serres, peut-être que vous vous souvenez, avec, on était une dizaine, il y avait Albert Jacquard, peut-être ça vous dit quelque chose, Pierre Léna, enfin bon, on n'était pas très nombreux, et donc on avait la chance d'aller à Tourtour dans le Var. Alors, je sais pas si vous connaissez Tourtour, c'était la maison de la fille des Schlumberger, et elle avait voulu recréer dans ce paysage méditerranéen une atmosphère équivalente à celle qu'il y avait en Grèce antique. Et il y avait d'ailleurs une piscine qui était la copie d'Héraclione, du bassin d'Héraclione. Et là, il y avait des petites maisons qui étaient disséminées, et il y avait surtout une maison centrale avec un cuisinier absolument extraordinaire. C'était formidable, mais surtout il y avait une bibliothèque. Ça me faisait rêver, et je me disais, ce qui était bien, c'est qu'on pouvait aller à n'importe quelle heure du jour et de la nuit dans cette bibliothèque. Je me disais, justement, c'est mon rêve. Est-ce que je pourrais vivre comme ça dans une bibliothèque? Et quelques années après, j'ai réalisé que ce rêve n'était pas simplement une lubie, que c'était devenu une réalité. Nous vivions tous, et nous vivons tous, dans une bibliothèque qui est ouverte jour et nuit. Et c'est le web, effectivement, et je crois que c'est la première fois dans l'histoire que toute la connaissance est disponible à n'importe quel moment, et je crois que c'est un progrès extraordinaire. Alors bien sûr, on a dit, c'est comme la langue des hommes, c'est la meilleure et la pire des choses, puisqu'il y a ceux qui sont capables d'en profiter, et puis en même temps, il y a ceux qui sont incapables d'en profiter, au contraire, dont l'attention est détournée, qui subissent toutes sortes de sollicitations avec le web. Et bien sûr, on a à la fois quelque chose qui aurait dû être à l'origine d'une démocratisation, une égalité très grande, puisque nous sommes tous, nous avons tous le savoir à notre disposition. Puis la réalité, c'est que malheureusement, c'est pas tout à fait ce qui se produit. Donc tout ça pour dire, il y a des choses extrêmement bonnes avec le web. Puis je vais continuer des exemples. En santé, il y a beaucoup d'applications en médecine, pas seulement des systèmes de diagnostic, mais des systèmes d'information hospitaliers, l'accès à la littérature scientifique. Vous savez qu'un nombre considérable d'articles s'écrivent chaque jour, et il est extrêmement difficile à un médecin d'avoir tout lu, ou à un scientifique de tout connaître, mais justement, grâce à l'intelligence artificielle, il peut essayer de retrouver les informations, éventuellement, on extrait les informations de tous les articles de façon automatique pour les mettre à disposition, et ça, je crois que c'est extrêmement important. Tout un tas d'applications de l'intelligence artificielle en médecine font faire des progrès. On peut même dire, de façon générale, il y a une science, une évolution de la science, ce qu'on appelle la science in silico, le fait que on va faire des expérimentations directement sur les données, c'est à l'origine, bien sûr, de l'utilisation de l'intelligence artificielle, et d'une certaine façon, il y a une révolution épistémologique qui est en cours, et qui est silencieuse, qu'on ne voit pas, mais qui est extrêmement importante, parce que, vous voyez, dans le schéma expérimental classique de Claude Bernard, par exemple, il y a l'idée qu'on part d'une hypothèse, et on conçoit un dispositif expérimental pour recueillir des observations, et on confronte ces observations avec ce qu'anticipe la théorie. Ce qui permet de voir si on valide la théorie. Et ça, bien sûr, c'est extrêmement lourd, et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on part directement de données,
qu'on recueille alors, automatiquement. Par exemple, vous voyez, on prend des macromolécules biologiques et puis on va les séquencer automatiquement. Et après, on fait des expérimentations directement sur ces données, avant bien sûr de procéder à des expérimentations in vivo. Vous voyez que c'est un progrès considérable qui s'effectue. Alors on pourrait bien sûr énumérer ces progrès, je vais en parler d'autres, par exemple la bionique, les membres artificiels ou les organes artificiels, la reconnaissance de la parole, le traitement et la compréhension du langage naturel. Je parlerai tout à l'heure de la génération de textes en langage naturel, l'évolution de la robotique, de l'industrie, on parle d'industrie 4.0, ce qu'on appelle les robots virtuels, les pilotes automatiques des avions, la conquête spatiale, vous vous souvenez, ce robot qui avait été sur une comète il y a quelques années, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et puis du point de vue écologique, la surveillance des forêts, tous les bénéfices potentiels qu'on peut tirer bien sûr de cette régulation à l'aide de techniques d'intelligence artificielle. Donc tout ça est très positif. Et je crois qu'il faut partir de là. Et je trouve que en France en particulier et en Europe, on a une vision négative de la technologie. Et ça, je crois que c'est dommage. Mais en même temps que donc il y a toutes ces perspectives qui s'ouvrent à nous et qui sont extrêmement importantes. Donc en même temps qu'on bénéficie tous les jours de l'apport du numérique, on sent qu'on subit de nouvelles formes de coercition et d'oppression. Et que celle-ci ne s'exerce plus uniquement avec des moyens mécaniques. Elle s'impose à nous au plan cognitif. Pour le dire autrement, s'il y a moins de fer et de cachot aujourd'hui dans les sociétés occidentales, pour autant, la pression qui s'exerce sur les personnes ne s'en amoindrit pas. Il y a une contrainte qui subsiste, même si le joug n'est plus matériel, mais virtuel. Et donc, il est plus insaisissable que ce qu'étaient les contraintes auparavant. Il est réel. Et c'est cette réalité de ces contraintes dont je voudrais vous parler ici ce soir. Et c'est pour ça que j'ai parlé de cette réécriture du réel. Autrement dit, aujourd'hui, la coercition ne s'exerce plus uniquement avec des moyens mécaniques, elle s'impose donc au plan cognitif. Et le titre du dernier ouvrage que j'ai écrit en 2022, qui s'appelle « Servitude virtuelle », et qui fait écho, comme vous pouvez l'imaginer, au discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, justement, il traduit ces contraintes douces qu'impose le numérique. Vous vous souvenez, dans le cas du livre d'Étienne de la Boétie, il s'agissait, vous vous souvenez qui c'était, c'était ce très jeune homme qui avait 16 ans, qui était un ami de Montaigne, et qui donc expliquait que les cachots, les fers, les hallebardes des Suisses qui étaient à la porte des palais, tout ça, au fond, si le peuple le souhaitait, il pouvait s'en affranchir et renverser les tyrans. Et donc, il disait, la servitude telle qu'elle existe, c'est parce que les hommes acceptent de la subir. Et bien aujourd'hui, on peut se poser la question. D'abord, ces nouvelles formes de servitude, ce ne sont plus des fers, ce ne sont plus des cachots, ce ne sont plus des hallebardes. Et pourtant, on a bien le sentiment qu'il y a une forme de contrainte qui s'exerce ici. Alors je vais, si je puis me permettre, je voudrais vous lire un tout petit peu en commençant cet exposé quelques lignes d'Étienne de la Boétie. Peut-être que vous en souvenez tous par cœur, mais je pense que ça. Donc ils disent de ces hallebardes qui armaient les soldats. Il dit ils s'en servent par forme et pour l'épouvantail. Il parle des tyrans plus qu'il ne s'y fie. Les archers barrent l'entrée des palais aux malhabiles qui n'ont aucun moyen de nuire, non aux audacieux bien armés. Ce sont les peuples eux-mêmes qui se laissent, ou plutôt qui se font malmener, puisqu'ils en seraient quittes en cessant de servir. C'est le peuple qui s'asservit et qui se coupe la gorge, qui, pouvant choisir d'être soumis ou d'être libre, repousse la liberté et prend le joug, qui consent à son mal, ou plutôt qui le recherche. Et puis je voudrais suivre ensuite, pour reprendre les mots d'Étienne de la Boétie, il nous dit le théâtre, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes curieuses, les médailles,
les tableaux et les autres drogues de cette espèce étaient, pour les peuples anciens, les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. Ce moyen, cette pratique, ces allèchements étaient ce qu'employaient les anciens tyrans pour endormir leurs sujets sous le joug. Mais ils ne font guère mieux ceux d'aujourd'hui qui, avant de commettre leurs crimes les plus graves, les font toujours précéder de quelques jolis discours sur le bien public et le soulagement des malheureux. Alors, à l'évidence, cela rappelle quand même les discours qu'on dissimule, qu'on diffuse sur les réseaux sociaux, les inforces de tous ordres, qui satisfait ceux qui les écoutent et qui les endorment. Et ces jolis discours sur le bien public évoqués il y a plus de 500 ans ne peuvent pas, je crois, ne pas évoquer le slogan « Don't be evil » de Google ou les justifications d'Elon Musk qui expliquaient qu'il voulait racheter le réseau social Twitter pour garantir la liberté d'expression en imposant une modération transparente des contenus. Ou encore plus récemment, le même Elon Musk qui lance une lettre ouverte afin de nous prémunir contre les soi-disant risques existentiels de l'IA générative, intelligence artificielle générative, pour l'humanité et la vie sur Terre, et qui, à peine 15 jours plus tard, explique qu'il va lancer une société concurrente à OpenAI pour développer le même type de technologie, qu'il appelle non plus ChatGPT, mais je crois TruthGPT, celui qui dit la vérité. Alors, cela ne peut pas non plus ne pas entrer en résonance avec l'agenda de la société Clearview. Peut-être en avez-vous entendu parler, non ? Non ? Alors, c'est une société qui disposait, lorsqu'elle a été créée en 2017, de 3 milliards de portraits volés sur les réseaux sociaux. Et elle les utilise pour faire de la reconnaissance faciale. Elle promettait, début 2022, d'en acquérir 100 milliards d'ici à la fin 2022, soit, si vous faites le compte, sachant que nous sommes 8 milliards d'habitants sur la Terre, 13 par habitant de la planète. Ça veut dire que dans les pays développés comme les nôtres, ça fait certainement plus que 13 par habitant de la planète. Et puis, pour vos enfants ou vos petits-enfants qui passent une grande partie de leur vie sur les réseaux sociaux, ça fait certainement beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, pour faire diversion et se donner bonne conscience, cette société s'est promis d'aider les Ukrainiens au moment de la guerre. Elle envisageait 4 emplois de ces technologies. Le premier porte sur l'identification des soldats coupables d'exactions en vue de procès ultérieurs. Alors bon, on ne peut que se réjouir de cela. Le deuxième vise à repérer les espions russes infiltrés, possiblement saboteurs, lors des contrôles policiers. Une troisième catégorie d'application s'applique aux prisonniers russes, en avertissant leurs familles qu'on les détient et en leur permettant de communiquer avec elles, mais peut-être pas librement, puis en diffusant sur des réseaux sociaux leurs photos, voire des vidéos où ils apparaissent captifs. Enfin, un quatrième type d'application assez macabre porte sur le corps des soldats russes morts au front. Clearview propose de déterminer automatiquement leur identité avec la reconnaissance faciale pour les envoyer à leurs familles et amis en vue de les démoraliser. On raconte par exemple le cas d'une mère russe à qui on envoyait l'image de son fils décédé, le corps maculé de boue. Alors, dans le contexte dramatique de cette guerre, certaines de ces utilisations de la reconnaissance faciale auraient des conséquences inadmissibles au plan moral. On découlerait des injustices, des humiliations, des violations des conventions de Genève sur les prisonniers de guerre, une instrumentalisation et une profanation de l'image des morts, autant de pratiques hautement condamnables qu'on ne saurait cautionner, même dans une situation aussi tragique que cette guerre. On songe aussi au crédit social mis en œuvre en Chine, où à ce stylo
intelligent donné en Chine, toujours en Chine, à des collégiens en vue de surveiller leur activité scolaire sur les cahiers de vacances. Vous savez, c'est un petit stylo qui a été développé au moment du Covid afin de permettre aux enseignants de suivre en direct l'activité des écoliers. Puis ensuite, on l'a donné aux écoliers qui partaient en vacances pour s'assurer, bien sûr, qu'ils faisaient bien leurs devoirs. Et pendant l'été, à tout moment, le professeur était capable de savoir si il remplissait son cahier d'écolier et combien de temps il avait passé sur chaque question. Une collégienne s'est plainte de ce stylo et elle a dit qu'il lui avait ruiné ses vacances. Alors, bon, ça a été diffusé sur les réseaux sociaux. Pour la petite histoire, je me permets de dire que ce stylo a été inventé par les Chinois qui n'ont absolument aucune connaissance de la vie politique intérieure française, Le Pen. Alors, oui, tout ça sont quelques exemples, je crois, qui, me semble-t-il, rendent nécessaire et urgente une réflexion sur les conséquences sociales et politiques des technologies de l'information et de la communication. J'aurais bien sûr beaucoup d'autres exemples à vous donner, mais je voulais donner que ces quelques illustrations. Et ça rend plus nécessaire encore la mise au point de moyens pour essayer de se délivrer de ces nouvelles formes d'oppression qu'elles génèrent. Et pour, autrement dit, essayer d'établir une éthique au sens fort, c'est-à-dire une philosophie qui permette de déterminer quelles sont les règles que l'on va choisir pour déterminer notre comportement. Il ne s'agit pas simplement de donner des règles de comportement, mais d'avoir la réflexion sur les règles de comportement. C'est d'autant plus difficile que le monde dans lequel on est différent du monde d'hier. C'est le propre de la technologie. La réalité sociale, la réalité du monde dans lequel on est, n'est pas la même que celle d'hier et elle ne sera pas la même demain. Pour reprendre une expression d'un anthropologue dont peut-être vous vous souvenez, Georges Balandier, vous vous souvenez, c'est lui qui avait introduit la notion de tiers-monde. Il disait, le tiers-monde est au monde ce que le tiers-État était à la France d'avant la Révolution. Et dans les années 90, ce qu'a dit Georges Balandier dans un ouvrage qu'il a publié, c'est que le monde avait été totalement exploré. Plus exactement, tous les peuples avaient eu un contact avec la civilisation, ce qui n'était pas vrai au début de sa carrière, dans les années 50 ou 40. Donc tout le monde a un contact avec la civilisation, et un contact de plus en plus fort, mais en même temps, il y a des choses à explorer pour un anthropologue. Et il disait, ce qui est à explorer, ce sont les mondes qui sont nouveaux. Et il a écrit un livre sur ce qu'il appelait les nouveaux mondes. Et ce redoublement du nouveau correspondait à deux choses selon lui. Ces mondes sont un peu comme les nouveaux mondes, des mondes qui nous sont inconnus, comme l'était l'Amérique au moment où Christophe Colomb l'a découverte. Mais en même temps, ils sont doublement nouveaux parce qu'ils adviennent. C'est-à-dire que personne ne sait ce qu'ils sont puisqu'ils sont renouvelés en permanence. Et c'est, je crois, bien sûr, de cela dont j'aimerais vous parler ce soir. D'une certaine façon, ce que je voudrais, c'est, avant de réfléchir à l'éthique de cette nouvelle société, me faire un peu le moraliste au sens du XVIIe siècle, c'est-à-dire essayer d'étudier ce que sont les mœurs, les usages, les habitudes dans cette société. Et ces mœurs, en même temps, sont tout à fait nouvelles, et elles se transforment. Donc voilà, c'est ce que je vais essayer de faire ce soir. Aventure, bien sûr, enfin, expérience un peu délicate, et c'est aussi, bien sûr, ce qui a motivé cet ouvrage dont je vous parlerai peut-être tout à l'heure, parce que vous êtes peut-être un peu choqué par le marteau qui est là. Je vous dirai d'abord qu'il n'est pas de moi, je l'ai emprunté, et je vous expliquerai pourquoi il y a un marteau au début de cet ouvrage. Mais avant cela, je me propose de préciser un tout petit peu les termes et de rappeler donc ce que l'on entend par intelligence artificielle et par numérique. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Alors, bon, vous le savez peut-être tous, je ne sais pas. Je redéfinis, Pardon? Je sais pas. Rapidement. Voilà, rapidement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Alors, le problème, bien sûr, c'est que c'est une discipline scientifique et il y a le terme intelligence.
Et le terme intelligence lui-même est un terme éminemment polysémique. Et vous allez voir que toute la difficulté que l'on va rencontrer aujourd'hui tient à ce caractère polysémique de l'intelligence. Alors je rappelle, l'intelligence, si on regarde de point de vue historique, ça désigne l'esprit. Ça désigne aussi, de façon plus précise, l'intelligence, c'est l'ingénium, l'astuce, l'ingéniosité. Et donc, quand on qualifie quelqu'un d'intelligent, en général, c'est ce deuxième sens, bien sûr, que l'on utilise. Il y a un troisième sens, alors qui est peut-être moins usité aujourd'hui, mais qui, en anglais, est souvent présent. C'est le sens être en bonne intelligence, c'est-à-dire c'est la connivence. Et c'est ce qui donne naissance, entre autres. Alors, vous vous souvenez, cette accusation d'intelligence avec l'ennemi, et en anglais, l'Intelligence Service, ou les Central Intelligence Agency, sont liés à cette troisième définition. Et il y a une quatrième définition qui est importante pour nous ici, c'est l'ensemble des facultés cognitives. C'est en ce sens que un philosophe positiviste à la fin du XIXe siècle, Hippolyte Taine, a écrit un gros traité qui s'intitulait « De l'intelligence ». Il voulait dire, on va étudier ces différentes capacités qui sont la perception, le raisonnement, la mémoire, etc. Et tout ça, bien sûr, sont des choses extrêmement importantes. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle à partir de ça? En réalité, c'est le quatrième sens d'intelligence qui importe ici. C'est le fait que c'est l'utilisation des ordinateurs pour mieux comprendre l'intelligence au sens des différentes capacités cognitives. C'est l'idée de prendre chacune de ces capacités et de les simuler à l'aide de ces outils nouveaux qu'étaient les ordinateurs. Et puis, à partir de ça, il y a un deuxième sens technologique, c'est que ces capacités simulées, on peut les utiliser dans des technologies, c'est-à-dire qu'on utilise les simulations. Par exemple, vous essayez de simuler la reconnaissance de la parole, c'est-à-dire à partir d'un signal sonore, essayer de déterminer ce qui est dit, et puis vous pouvez utiliser ça pour fabriquer une machine à dicter. Bien sûr, le nombre d'applications est vraiment considérable. Donc, vous voyez, c'est deux niveaux, la science et la technologie. Mais il y a un troisième niveau, et ça, c'est celui que le grand public, en général, a en tête. Il prend la définition première de l'intelligence, qui est l'esprit. Et il se dit, l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est un objet qu'on a fabriqué qui est doté d'un esprit. Alors, ça rejoint des mythes extrêmement anciens, mais bien évidemment, ça n'a aucune réalité tangible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus d'intelligence artificielle en ce sens, d'esprit artificiel, qu'il y en avait dans l'Antiquité, par exemple. Quand Pygmalion fabrique une statue et dit que cette statue s'anime. Malheureusement, cette notion-là est très présente, et pas plus tard que tout à l'heure. Je regardais des commentaires qui avaient été faits sur le projet du gouvernement français d'installer des caméras et d'essayer de regarder les mouvements de foule dans les stades au moment des Jeux Olympiques. Et un certain nombre de députés avaient laissé entendre qu'il y avait des formes d'intelligence non humaines qui étaient programmées à l'intérieur de ces machines, vous voyez, ce qui relève tout à fait de cette tendance-là. Donc, ces trois plans, je crois, sont importants, et il faut s'en souvenir. À partir de ça, je voulais rappeler un deuxième terme important, qui est le terme numérique. Alors, qu'est-ce que c'est que le numérique? Le terme est très ancien, ça désigne les nombres. Et moi, quand j'ai commencé il y a un certain nombre d'années à faire de l'informatique, on parlait de numérique pour des choses particulières. Par exemple, on disait qu'il y avait de l'art numérique, mais ou qu'on faisait du calcul numérique. Mais le terme a pris un sens tout particulier à partir des années 2000, du tournant des années 2000, et de l'utilisation massive des réseaux de télécommunications, et en particulier du web. Et à ce moment-là, on s'est mis à parler du numérique. Donc ça n'est plus l'informatique, c'est une réalité sociale. C'est pas technologique, c'est la transformation du monde dans lequel nous sommes. Et puis je voudrais profiter de cette première explication technique pour évoquer deux points qui sont ce qu'on appelle les grands modèles de langage, puisqu'ils sont très à la mode aujourd'hui, ils interrogent beaucoup de monde, c'est entre autres ChatGPT. Alors, qu'est-ce que c'est les grands modèles de langage? Ce sont des techniques qui ont été développées depuis à peu près 6 ans. Au départ, c'est la société Google qui les a mises en place avec la notion de transformer.
Alors qu'est-ce que c'est, hein? Ce sont des réseaux de neurones formels, hein, c'est-à-dire des machines qui simulent un tout petit peu ce qui se passe dans le cerveau. Vous avez des automates et vous avez des connexions entre ces automates. Et ces réseaux de neurones formels sont entraînés sur des grandes bases de texte. On prend des phrases et on essaye de condenser l'esprit de la langue en faisant en sorte d'ajuster les poids des connexions automatiquement pour que l'entrée corresponde à la sortie. C'est-à-dire vous donnez une phrase en entrée et vous voudriez avoir la même phrase en sortie. Et on entraîne ces réseaux de neurones formels qui sont très gros, ils contiennent des centaines de milliards de connexions. Et c'est énorme, hein. Notre cerveau contient à peu près 80 milliards de neurones. Donc centaines de milliards de connexions. Alors, c'est pas plus gros que notre cerveau, parce que notre cerveau, il y a en général 1000 à 10 000 connexions entre un neurone et d'autres neurones. Donc il y a beaucoup plus de connexions dans notre cerveau. Mais vous voyez, sont quand même des outils d'une complexité absolument considérable. Et on entraîne ces modèles de langage, donc qui extraient l'essence de la langue, sur des très grandes quantités de textes, l'équivalent de centaines de milliers d'ouvrages, hein, voire presque de milliards d'ouvrages. De millions d'ouvrages. À titre d'illustration, la Bibliothèque nationale de France contient 14 milliards d'exemplaires au catalogue des livrets imprimés. Donc c'est un peu moins, disons, d'un 20e à peu près de la Bibliothèque nationale de France, ce qui est vraiment énorme. Et à partir de ça, on va avoir sur ces modèles de langue la possibilité de construire différentes techniques de traitement automatique de la langue. Alors, ça peut être des systèmes questions-réponses, ça peut être des systèmes de contraction de texte, et puis ça peut aussi être des systèmes de génération de texte. Et il y a depuis un certain nombre d'années des techniques de génération de texte qui fonctionnent de façon assez impressionnante. Et moi, cet été, j'ai utilisé l'un de ces systèmes et j'ai d'ailleurs écrit une chronique éthique dans la recherche avec ce système-là. Alors, donc ça, c'est donc la génération automatique de texte. Et puis ensuite, il y a eu l'idée de faire des dispositifs de dialogue pour faciliter l'échange. Et c'est d'abord ce qu'a fait Google. Et peut-être vous vous souvenez, en juin dernier, il y a un employé de Google qui s'appelait Black Lemoine, le nom n'est pas anodin ici, et qui avait réalisé un système qu'il a appelé Lambda. Et il a dit, le dialogue que j'ai avec cette machine est si impressionnant que je ne peux pas imaginer que cette machine n'ait pas d'âme. Et Google a pris peur et l'a renvoyé immédiatement. Et ils ont décidé d'arrêter de travailler sur ce type de dispositif jusqu'à ce qu'en novembre, une autre société toute petite qui s'appelait OpenAI a mis au point le même type de système et l'a mis à disposition du grand public. Bien sûr, pour eux, il n'y avait pas d'enjeu, parce que Google, ils doivent dire la vérité. S'ils disent des choses fausses, c'est très ennuyeux. Tandis que pour cette société, qui était une jeune société, qui n'avait pas de réputation particulière, il suffisait que ça amuse le peuple. Et ça a bien sûr amusé tout le monde, vous en avez entendu parler, tout le monde s'est à la fois effrayé, a joué avec. Je passe les détails, mais ça vous montre, bien sûr, cette aventure. Alors, la puissance, elle est impressionnante, comme vous avez pu le constater, parce que les phrases sont bien formées, que les textes semblent à peu près cohérents. Bien sûr, le problème, c'est que il y a des redites, et puis surtout, factuellement, ça peut être totalement faux. C'est-à-dire que si il n'a pas une information, il va inventer. Et qu'est-ce que c'est ? C'est un perroquet. C'est-à-dire qu'il répète les mots sans comprendre quoi que ce soit. Il y a des limitations énormes. C'est un affabulateur extraordinaire. Voilà. Alors je termine, parce que j'imagine bien sûr qu'il y a beaucoup de curiosité là-dessus, peut-être d'inquiétude. Et c'est vrai que on est un peu surpris par cette machine, mais il ne faut pas laisser entendre qu'elle fait plus que ce qu'elle ne fait. Et il y a eu par exemple une déclaration d'un certain nombre de chercheurs en intelligence artificielle et d'industriels, il y a à peu près un mois, je crois que c'était un peu moins d'un mois, qui demandaient un moratoire, un arrêt sur ces machines. Et bien sûr, c'est quelque chose de tout à fait discutable. Et si vous le souhaitez, je pourrais vous commenter ça. Mais
les termes qui sont employés dans ce moratoire sont vraiment très excessifs. C'est-à-dire qu'on nous dit que c'est l'humanité qui est en jeu, et que ça constitue un risque existentiel, que la vie sur Terre ne sera plus la même avec ces techniques. Or, je ne vois pas pourquoi la vie sur Terre serait changée parce qu'il y a un robot qui génère des textes. Ça peut peut-être être utilisé par un certain nombre de gens dans la société, ça peut peut-être avoir des effets politiques, sociaux délétères, mais pas l'existence humaine qui est en cause. Il y a un exemple, c'est pas parce que les gens parlent que vous allez leur obéir. Et on sait aujourd'hui dans nos démocraties que les hommes politiques parlent beaucoup, leurs discours sont diffusés, et pourtant on ne leur obéit pas vraiment. Alors je vois pas pourquoi, tout d'un coup, parce qu'un robot parlerait, tout le monde se mettrait aux ordres de ce robot. Ça paraît tout à fait incroyable. Alors, j'ai maintenant terminé cette partie sur le numérique et l'IA, une petite introduction, et ce que je voudrais, c'est aller dans le cœur du sujet qui est le mien, et vous évoquer cette notion de réécriture. Alors, j'avais appelé ça, dans mon livre, le envie. En réalité, j'ai pris ce que j'appelle la rose des vents numériques pour se repérer dans ce monde nouveau, avec deux axes, qui est un axe sur en ligne, c'est l'existence, le nord, l'équivalent du nord, ce qui vous permet de vous orienter, c'est l'existence sur le numérique, sur les réseaux. Et à l'opposé, l'existence, l'équivalent du sud, c'est-à-dire pour les individus qui vivent confortablement dans des sociétés développées. C'est la possibilité de vacances, de couper avec l'existence ordinaire. Ou alors, pour ceux qui vivent effectivement dans le Sud, c'est la frustration qu'ils éprouvent à l'idée que la vie se trouve ailleurs. C'est ce que j'appelle donc le hors-ligne. Et puis, l'axe perpendiculaire, c'est la vie. Alors, il y a ce qu'on appelle le hors-vie. C'est un peu l'équivalent de la poursuite de l'existence au-delà de la vie biologique, et c'est ce que nous expliquent des technologues, comme par exemple Ray Kurzweil, qui dit on va pouvoir transférer sa conscience sur des machines et continuer à vivre après sa mort biologique sur les réseaux, ce qui est quand même très étonnant. Ou alors ce que proposait le métavers, qui disent vous allez avoir un avatar, vous allez vivre toute la journée par procuration de cet avatar. Donc ça, c'est un type de choses que, bien sûr, je trouvais intéressant de présenter. Et puis le quatrième axe, enfin plutôt le quatrième point cardinal, sur l'axe donc il y a la vie, il y a le hors-vie, et puis de l'autre côté, il y a le en-vie. Alors le en-vie, c'est à la fois le désir, puis c'est aussi la transformation de la vie. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler ce soir. Qu'est-ce que c'est que ce en-vie ? C'est l'idée que la vie sociale, la société va se réécrire. C'est ce que j'ai essayé de décrire avec un terme que j'ai emprunté à un philosophe d'origine italienne qui vit à Oxford, Luciano Floridi, qui est appelé la réontologisation. Alors, ce qui veut dire, c'est que les notions qui font le tissu social se réécrivent. Alors, pour bien comprendre, je voudrais d'abord commencer par une première constatation. C'est ce qu'on appelle la réingénierie des objets quotidiens. Alors, qu'est-ce que c'est que la réingénierie ? C'est que vous prenez un objet quelconque, et puis vous essayez de le décomposer pour essayer de le reconstruire de façon rationnelle. Et avec le numérique, on procède à ça régulièrement. Je vais donner un petit exemple, c'est cette montre. Alors vu de loin, vous voyez que c'est une montre tout à fait classique. Elle a des aiguilles, elle a des petits boutons comme une montre ancienne. Et effectivement, c'est une montre. Bon, sauf que déjà, elle est un peu électronique, donc c'est déjà pas tout à fait la montre de nos grands-parents. Mais en même temps, c'est une montre connectée, ce qui ne se voit pas ici. C'est-à-dire que je peux avoir des informations qui viennent de mon téléphone portable. Par exemple, si je règle une sonnerie, je peux avoir ici elle peut vibrer à ce moment. Si j'ai des coups de fil, elle va m'indiquer que j'ai des coups de fil. Si j'ai des textos, elle va m'indiquer que j'ai des textos. Et puis elle peut avoir des capteurs derrière et prendre mon pouls, prendre le nombre de pas que j'ai fait. C'est une réingénierie de cet objet. Alors, ça existe pour beaucoup d'objets d'aujourd'hui. Par exemple, les lunettes. On a commencé à fabriquer des lunettes qui superposent sur votre champ de vision des éléments d'information. Par exemple, vous allez voir
musée, et puis vous pouvez avoir directement des indications, ou vous pouvez avoir une petite caméra avec de la reconnaissance faciale, et les lunettes vont vous dire, ah bah oui, ça c'est monsieur untel. Hein, pour les personnes qui sont peu physionomistes, hein, ça peut être extrêmement utile. Hein, ça peut aussi poser quelques problèmes, hein, mais je ne rentre pas dans le détail. Hein, c'est simplement pour vous donner une idée des transformations qui sont en cours. La forme extérieure des objets a l'air identique, mais en même temps, ils ont des fonctionnalités supplémentaires. Prenons un autre exemple, les vélos. Ce qui permet aux vélos d'être en libre service, c'est que ils sont connectés en permanence. Et donc, quelqu'un peut les laisser, on est capable de les retrouver, hein, et ensuite de les ranger. De même, bon, ils ont aussi tout un tas ils ont un moteur électrique, ils ont tout un tas de choses. Donc, de loin, hein, un habitant des années 50 verrait des vélos, il ne verrait pas la différence, et pourtant, ils n'ont plus rien à voir. De même, une voiture d'aujourd'hui, de forme extérieure, ça n'est pas tellement différent d'une voiture des années 80. Sauf que, bien sûr, ça n'a plus rien à voir. Hein. Il y a énormément d'électronique. On dit souvent que c'est un ordinateur sur 4 roues. Et puis, bien sûr, ça tombe presque plus en panne. Enfin, en tout cas, pas du tout dans les mêmes proportions. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, il y avait un élément que je ne comprenais pas très bien. Hein, des gens disaient qu'ils enlevaient le Delco. J'ai jamais très bien compris ce que c'était. C'est absurde aujourd'hui, hein, où on touchait les bougies. Vous voyez, tout ça, bien sûr, hein, on voit que ça a totalement changé. Alors on peut continuer, bien sûr. Hein, tout un tas d'objets aujourd'hui sont d'extérieur à peu près identiques, mais bien sûr, ils vont avoir des fonctionnalités supplémentaires. J'ai parlé de ce stylo chinois, ce maudit stylo Le Pen. Hein, c'est de l'extérieur un stylo, mais bien sûr, il a des fonctionnalités supplémentaires. Ou par exemple, hein, si on prend un objet emblématique d'une profession, le stéthoscope, on peut très bien avoir un stéthoscope, comme auparavant, le Toubib. Sauf que ce stéthoscope, il a aujourd'hui des capteurs qui enregistrent automatiquement les éléments d'information et qui sont capables de les stocker, de faire un diagnostic, etc., qui est complémentaire de celui du médecin. Donc voilà un peu cette transformation des objets quotidiens. Mais c'est non seulement la réécriture des objets quotidiens, la réingénierie des objets quotidiens, mais les concepts qui forment le tissu social qui se réécrivent. Et là, je voudrais prendre un certain nombre de ces concepts et qu'on en parle un tout petit peu. Le premier, c'est l'amitié. Vous savez que l'amitié, c'est quelque chose d'extrêmement ancien. Si par exemple, on prend l'ouvrage d'Aristote, l'Éthique à Nicomaque, sur 10 livres, il y en a 2 qui sont consacrés à l'amitié. Et en même temps, vous voyez que c'est dans l'Éthique à Nicomaque. Donc ça montre bien sûr l'incidence extrêmement importante de l'amitié pour la construction sociale, pour l'établissement du lien entre les hommes. Alors aujourd'hui, vous avez toujours bien sûr des amitiés entre les individus, mais vous avez aussi de l'amitié sur les réseaux sociaux. Alors est-ce que c'est la même chose, l'amitié sur les réseaux sociaux ? Non, d'accord. On sent que c'est pas tout à fait la même chose. Et en même temps, c'est un tout petit peu la même chose. Qu'est-ce qui fait que vous êtes amis ? C'est parce que vous avez des affinités particulières. Alors c'est très intéressant de relire cette nouvelle amitié à l'époque des réseaux sociaux avec l'amitié d'Aristote. Alors il est d'abord intéressant de voir que si on fait cette analyse de détail, beaucoup d'aspects de l'amitié ancienne se retrouvent sur les réseaux sociaux. Et vous avez des réseaux sociaux différents pour les différentes formes d'amitié. Par exemple, Aristote dit, on va avoir une amitié qui est liée à un intérêt commun. Par exemple, on a une passion pour la chasse. Sur les réseaux sociaux, on peut avoir certains réseaux comme Facebook où vous allez avoir des gens qui vont dans des groupes de discussion parce qu'ils ont un intérêt commun. Ou alors, vous pouvez avoir une amitié parce que vous avez des occupations communes, professionnelles. Et un réseau comme LinkedIn correspond à cela. Et puis, bien sûr, il reste, alors Aristote décline tout ça et on retrouve ça sur les réseaux sociaux, mais il reste quelque chose dont parle Aristote, c'est la véritable amitié. Ce qui fait que vous recherchez dans l'ami non pas autre chose, c'est-à-dire votre passion commune ou votre ambition professionnelle, mais le plaisir d'être avec lui. Et bien sûr, est-ce que ça subsiste avec les réseaux sociaux ? Alors ça, c'est très compliqué, c'est pas sûr. Et on peut dire à l'inverse, vos amis, vos vrais amis, si vous avez de leurs nouvelles sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être moins besoin de les appeler. Et donc, justement, les réseaux sociaux ont peut-être un effet négatif sur cette véritable amitié. Tout ça sont des questions ouvertes. Ce qui est important, je crois, c'est que il y a cette réécriture de l'amitié avec le numérique. Alors, à partir de cette constatation, j'ai pris un certain nombre d'autres
notions qui sont centrales dans la société. Une notion importante, c'est la confiance. Si vous voulez traiter une affaire avec quelqu'un, si vous voulez lui prêter quelque chose, il faut absolument que vous lui accordiez votre confiance. Et bien sûr, il n'y a pas de société sans confiance. Et c'est bien sûr ce qui a conduit, par exemple, des philosophes comme Emmanuel Kant à dire que on ne peut pas avoir de droit de mentir, parce que si on avait un droit de mentir, on pourrait avoir confiance en personne. Parce qu'on pourrait toujours suspecter qu'une autre personne vous mente. Même si, dans la réalité, on sait qu'il n'en va pas toujours ainsi. Mais, bien sûr, cette confiance, avec le numérique, elle change. Alors, peut-être pour qu'on comprenne mieux. Dans l'Antiquité, la confiance est d'abord basée sur la parole. Vous savez que, dans l'Antiquité, un testament qui était écrit était suspect. Il fallait qu'il y ait la présence physique d'une personne qui s'engage. Et qui s'engage, vous voyez, personnellement. Et d'ailleurs, il y avait une étymologie un peu fallacieuse qui était utilisée. On rapprochait testament, tester, c'est-à-dire témoigner, de testis, de testicule. Alors, bien sûr, les gens qui disaient ça savaient bien sûr que c'était faux, mais en même temps, ils disaient c'était pour montrer à quel point le témoignage était lié à l'intimité de la personne. Et puis progressivement, on a essayé de se désengager, de s'éloigner. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, un testament oral n'a aucune valeur. Ce qui compte, c'est l'écrit, ce qu'on appelle les paroles verbales. Et donc, vous voyez, il y a eu cette mutation qui est vraiment centrale, parce que les sociétés contemporaines ont été, pendant très longtemps, construites sur l'écrit. Mais aujourd'hui, cet écrit lui-même est suspecté. Parce que on est incapable de tout reproduire. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On va avoir des formes de confiance qui s'établissent de façon distribuée avec des protocoles cryptographiques, et c'est le cas de la blockchain. Alors, vous savez ce que c'est la blockchain ? C'est cette idée que on va essayer d'établir la confiance simplement par un calcul qui est distribué, qui est extrêmement coûteux et complexe, et qui fait qu'il n'y a pas de falsification possible. Avec cette idée qu'il n'y a plus de tiers de confiance, puisque c'est simplement le regard de l'ensemble de la société qui va contribuer à établir cette confiance. Il me semble que c'est une transformation vraiment majeure de nos sociétés qui est derrière. Et on va parler ensuite d'une transformation qui est la conséquence de cette notion de blockchain, c'est l'argent. Pendant longtemps, l'argent était... Alors, c'est d'abord l'argent, c'est un condensé de confiance. Si on prend, par exemple, un théoricien de la monnaie, Michel Aglietta, il nous explique qu'effectivement, l'argent, c'est vraiment ce qui fait que la société est capable de subsister. Et cet argent, bien sûr, dans l'histoire, a beaucoup évolué. Au départ, c'était une matière précieuse, comme l'or ou l'argent. Et puis, progressivement, il y a eu des monnaies fiduciaires qui étaient fondée justement sur la foi, la confiance en une personne. Et par exemple, on se disait, c'est à l'effigie d'un roi, c'était la confiance dans le roi qui était importante. Et puis ensuite, bien sûr, il y a eu des évolutions, c'est-à-dire que c'est devenu numérique, mais la transformation nouvelle, c'est la crypto-monnaie. C'est fondé à ce moment-là sur quelque chose d'autre, c'est fondé sur cette chaîne de blocs, c'est-à-dire sur cette confiance distribuée. Alors quel est le changement ? J'ai dit au départ, la confiance, donc c'est une matière précieuse, après c'est la confiance dans un roi, et puis ensuite, quand bien sûr il n'y a plus de roi, c'est la confiance dans un État ou dans une institution qui est celle de l'État, par exemple l'hôtel des monnaies. Et puis ensuite, ça n'est plus ni l'un ni l'autre aujourd'hui. Et jusqu'à présent, c'était l'hôtel des monnaies. Ça pouvait être la Banque centrale européenne, mais c'est quand même un hôtel des monnaies. Et puis, avec les protocoles cryptographiques, tout d'un coup, c'est une confiance qui est basée sur simplement les distributions de ces flux d'informations. C'est ce qui se passe avec le Bitcoin. Et c'est tout à fait étonnant, et ça transforme totalement la société, parce que la monnaie, c'était l'instrument de la souveraineté.
Le battre monnaie, c'était l'un des attributs du monarque, et ensuite de la République, puis ensuite au plan européen, oui, c'est quand même l'instrument, et c'est un instrument financier, ça permet de réguler les flux, etc. Et ben aujourd'hui, tout ça échappe aux souverains. Alors, vous voyez que ça pose des questions vraiment considérables, et les États n'ont pas vraiment eu le choix. Au départ, ils n'étaient pas très contents, ils ont voulu s'y opposer, puis ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas s'y opposer. Donc, vous voyez, c'est une réécriture majeure. Alors, je vais maintenant prendre une autre notion importante. J'ai dit, il y a l'amitié, donc c'est le lien entre deux hommes, la confiance. Alors là, c'est une amitié, c'est un lien plus distendu entre deux personnes au moment où ils signent un contrat, mais qui se connaissent pas. L'amitié, on se connaît, on se connaît pas. Et puis, il y a quand on se connaît encore moins, c'est la réputation. Alors, la réputation, c'est très ancien. Vous vous souvenez peut-être de la chanson de Georges Brassens, la mauvaise réputation, est-ce qu'on ne fait pas ce qu'il faut, etc. Alors, qu'est-ce que c'est que la réputation aujourd'hui? Eh ben, c'est cette idée que les Chinois ont mis en place du crédit social. On va calculer automatiquement la réputation avec un score. Alors on se dit c'est quand même terrifiant. En général, nous en tant que Français, on regarde ça de loin, puis on se dit ouais mais c'est des Chinois, ils ont pas les mêmes habitudes que nous, etc. Mais en même temps, si vous allez dans votre banque et que vous demandez un prêt, il va y avoir un scoring en fonction de vos habitudes, de ce que vous avez dépensé, etc. C'est la même chose, et c'est fait automatiquement. Donc c'est une forme de réputation qui se calcule, ce qu'on dit algorithmique. Alors le AI Act, qui est une tentative européenne pour réguler l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle l'encadrement, dit on condamne ça, c'est abominable, etc. Alors je sais pas très bien comment ils vont faire parce que je vois pas comment ils feront avec les banques. Mais en même temps, vous voyez, Uber par exemple, ils utilisent comme ça une notation, un score. Donc est-ce qu'on va condamner ça? Alors, bien sûr, une solution, c'est de dire ah ouais, mais ça pose aucun problème. Ce sont des entreprises privées, elles ont peut-être, c'est pas bien, mais bon, elles ont le droit de le faire. Mais l'État, d'accord, il doit pas utiliser de système de scorage, de réputation. Vous êtes d'accord? Alors, déjà, je vais prendre un exemple. Le permis à points, c'est un scoring. Alors je sais pas comment on va faire, mais en tout cas, voilà, tout ça pour vous montrer que et ça se fait automatiquement parce que quand vous allez trop vite, automatiquement vous avez une perte de points avec des outils d'intelligence artificielle. Donc vous les redonne normalement au bout d'un certain temps si vous n'avez pas fait. Et si bien sûr vous avez trop peu de points, à ce moment vous n'avez plus le droit de conduire, etc. Enfin bon, donc on retrouve exactement la même idée que il y a en Chine, avec ces systèmes de scoring, et ça fait appel à de l'intelligence artificielle, c'est automatique, et c'est vrai qu'à certains égards, vous voyez, c'est une transformation de la société. Alors je vais maintenant parler d'autres questions, de 3 autres questions que je voulais évoquer ici, même 4, et puis je continuerai peut-être, je m'arrêterai peut-être là. Autre question, la censure. La censure, on n'aime pas en parler. Enfin, en tout cas, moi, je suis d'une génération où on n'aimait pas la censure. On avait l'idée qu'il fallait pas de censure. Et puis, on s'est rendu compte, avec cet espace de liberté extraordinaire que nous ouvrent les réseaux sociaux, que tout d'un coup, il y a des propos diffamatoires, il y a des incitations à la violence, il y a des discours de haine, il y a des apologies du terrorisme. Est-ce qu'on peut accepter ça ? Ouais, c'est une question. Donc ça veut dire que, peut-être qu'il faut censurer. Alors le terme on n'aime pas, donc on va pas l'employer. On dit on va faire de la modération. Ouais, la modération c'est la même chose que de la censure. Il faut appeler les choses par leur nom, certainement. Alors comment est-ce qu'on va faire? Le problème, et c'est là où on se retrouve dans une situation impossible, c'est qu'il y a 500 millions de tweets par jour. Alors, avant, vous aviez un corps de censeurs. Alors, l'histoire, d'ailleurs, est intéressante parce que, au départ, c'était l'Église. Et puis ensuite, l'Église, à partir du moment où il y a eu l'imprimé, elle a plus été capable de faire la censure parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux. Et c'est l'État qui s'est mis à faire la censure. Mais maintenant, les États, ils n'y arrivent plus. Et alors, bien sûr, quelle est la tentation des États? C'est de déléguer. Et de déléguer à qui? De déléguer aux réseaux sociaux.
Alors, c'est ce qu'a fait, par exemple, la loi Avia en France. Donc, cette députée de La République En Marche qui a écrit une loi pour modérer, et elle a dit ce seront les opérateurs qui seront chargés de filtrer s'il y a une plainte, de dire voilà, on va retirer tel contenu, et s'il s'exécute pas, et à ce moment-là ils vont subir un préjudice, etc. Et le Conseil constitutionnel a refusé, et ils avaient raison, parce que quel est le risque si c'est Twitter? C'est que Twitter impose sa propre censure avec des règles qui sont beaucoup plus fortes que celles que l'État impose, et donc c'est une menace pour la liberté d'expression. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des questions nouvelles. Alors j'ai pas de solution à apporter. Alors on va aller plus loin, parce que toujours sur la censure, la communauté européenne a bien compris qu'il y avait un problème, et il y a eu un accord, peut-être en avez-vous entendu parler, le DSA. Vous voyez ce que c'est, Digital Service Act? C'est l'idée que la loi commune s'applique aussi sur les réseaux. Et donc, bien sûr, que ce que j'ai évoqué tout à l'heure, l'apologie du terrorisme, par exemple, c'est interdit. Et donc, on puisse appliquer et interdire un certain nombre de choses. Mais là encore, comment mettre en œuvre ces lois communes sur les réseaux? On ne sait pas. Pour la presse, on savait très bien, parce qu'il y avait un responsable de journal. Et si jamais le journal publiait des choses qui étaient inadmissibles, il engageait sa responsabilité, on fermait le journal, etc. Mais bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on peut dire, on va fermer Twitter, mais bien sûr qu'on va pas fermer Twitter. Et on va attaquer la personne qui émet le message, mais le problème, c'est que c'est international, on sait même pas où il est. Il est sur un site miroir en Russie ou je sais pas où. Et donc on a du mal. Donc voilà encore, oui, une réécriture du monde qui fait que on est désemparé. Et puis, bien sûr, vous avez tous entendu parler ce qu'on appelle les fake news en anglais, ou les infox en français. Le fait que on peut avoir des attaques informationnelles avec des nouvelles totalement fausses qui peuvent éventuellement décrédibiliser des personnes, les diffamer, sans que, bien sûr, on n'ait aucun moyen de couper ces circuits ou de les démentir. Alors, qui plus est, ces circulation d'infox sont d'autant plus pernicieuses que ce qui se passe, c'est qu'elles sont ciblées, on utilise ce qu'on appelle le profilage, donc des techniques d'intelligence artificielle qui adressent chaque information à chaque individu spécifique en fonction de ce que l'on connaît de lui. Ce qui veut dire que vous avez l'impression que le monde pense la même chose que vous, mais en réalité, c'est parce que vous avez simplement exprimé par vos réactions, par vos recherches sur les moteurs de recherche, par les amis que vous avez sur les réseaux sociaux, ce que vous étiez. Et donc, bien sûr, les réseaux sociaux tentent à vous satisfaire, et donc ils vont vous donner cette information. Donc c'est terrible, c'est ce qu'on a appelé les bulles de filtre, et ça conduit à une fragmentation de la société. L'espace commun, l'espace public, celui qui est le lieu de la délibération, celui-là a tendance à disparaître au profit de ces espaces semi-privés, semi-publics. En fait, ce sont des micro-espaces publics, bien sûr, qui sont entre des personnes qui pensent la même chose. Bien sûr, la délibération collective est de plus en plus difficile dans ce monde. Un grand philosophe allemand dont vous avez peut-être entendu parler, Jürgen Habermas, vient de faire paraître un ouvrage qui a été traduit en français sur ces évolutions de l'espace public, et il termine cet ouvrage avec cette formule que je trouve tout à fait, qu'il faut méditer. Il dit la lutte justement contre ces fausses informations et la reconstitution de cet espace public délibératif est un impératif constitutionnel. Il dit c'est un paragraphe proprement constitutionnel. C'est-à-dire qu'effectivement, si on veut maintenir des démocraties en marche, il faut qu'on puisse continuer à avoir cette délibération. Donc vous voyez, c'est un type de transformation du monde. Alors je voudrais maintenant citer 3 autres évolutions. Une évolution de la culture. La culture, qu'est-ce que c'est? C'est normalement les éléments de connaissances communes, les œuvres que l'on vénère tous ensemble. On sait que ça vient de culte au départ. Culture, c'est prendre soin d'eux, et c'est en même temps le culte, c'est-à-dire la vénération des œuvres du passé. Voilà, exactement. Cultiver, honorer. Voilà, c'est ça, exactement.
cette culture, elle évolue avec le numérique. Alors très brièvement, parce que j'ai pas le temps de rentrer dans le détail, encore que ce soit vraiment passionnant, mais vous vous souvenez, il y a un peu moins d'un siècle, un très grand penseur, Walter Benjamin, a écrit un article extrêmement important sur le statut de l'œuvre d'art à l'époque de la reproductibilité technique. Et ce qu'il expliquait, c'est qu'avec la photographie et avec le phonographe, les œuvres de l'esprit changeaient, puisque il y avait dans la peinture la présence du peintre à travers le coup de pinceau. Et ce qui fait que l'œuvre était l'objet d'une forme de vénération, justement, parce qu'on honorait la présence de l'artiste à travers l'œuvre. Or que, bien sûr, avec la photographie, tout d'un coup, il y a un éloignement, ce qu'il appelle l'aura, cette présence, cette mémoire du passé à travers l'œuvre disparaît d'une certaine façon. Et ben on peut dire que donc un peu moins d'un siècle après, et ben on a une évolution un peu semblable, c'est-à-dire que bien sûr cette reproductibilité technique s'est accrue dans des proportions inouïes. Il faut savoir d'ailleurs que ce qui est amusant, c'est que le texte de Walter Benjamin évoque au début Paul Valéry. Vous savez que Paul Valéry dit peut-être qu'un jour on distribuera la culture un peu comme l'eau et l'électricité. C'est exactement ce qui se produit avec le numérique. Et donc cette reproductibilité s'est accrue dans des proportions considérables, mais il y a quelque chose de nouveau avec l'IA générative, c'est que non seulement on est capable de reproduire l'œuvre, mais on est capable de produire l'œuvre. Et c'est ce qui s'est fait par exemple avec ce collectif d'artistes qui s'appelle Obvious, qui a fait ces tableaux, la famille Bellani, qui se sont vendus à des centaines de milliers d'euros, alors que c'est un tableau d'une facture relativement modeste et médiocre. Mais vous voyez que on a bien le sentiment que tout d'un coup, le statut de l'œuvre d'art change. C'est un peu comme une œuvre conceptuelle. C'est cette potentialité de millions d'œuvres créées par un programme qui donne le vertige et qui fait la valeur de ces œuvres. Et donc, je crois vraiment qu'il y a une évolution fondamentale de la culture aujourd'hui avec le numérique et en particulier avec l'intelligence artificielle générative. Et puis, je voudrais terminer par deux questions. La question de la communauté. Alors, est-ce que la communauté, c'est la même chose aujourd'hui qu'hier ? Pendant longtemps, la communauté, c'était le fait que des personnes qui étaient condamnées à vivre en un même lieu, et qui étaient différentes, des pauvres et des riches, des malades et des bien portants, avaient un devoir de solidarité. La communauté chrétienne, c'est en ce sens-là. Et avec le numérique, le sens change. C'est-à-dire que la communauté, c'est la communauté, justement, on a parlé d'amis qui ont une passion commune. Par exemple, ce qui est formidable avec le numérique, si vous êtes un physicien théoricien, vous allez trouver tous les physiciens théoriciens qui travaillent sur le micro-domaine qui est le vôtre. Ou si vous êtes un philatéliste, vous allez avoir tous les philatélistes du monde entier. Donc ce sont des communautés d'intérêt, là où on avait affaire à des communautés de solidarité. Et ça, je crois que c'est une transformation vraiment majeure. Mais à cela, il faut ajouter que, comme on l'a vu tout à l'heure, ces communautés se fragmentent elles-mêmes en micro-communautés, qui sont non seulement des communautés d'intérêt, mais aussi des communautés de vues, des communautés d'engagement politique. Et bien sûr, toute la difficulté aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de reconstituer un espace public dans ces sociétés extrêmement fragmentées. Et puis je voulais conclure, puisqu'on est ici sur le patronage laïque, justement, la laïcité, c'est une forme d'espace public, c'est justement, en tout cas dans la vision française, c'est le fait que on doit faire abstraction d'un certain nombre de particularités pour pouvoir vivre ensemble. Et est-ce que justement avec le numérique, c'est peut-être pas cette notion de laïcité qui est en train de disparaître. En tout cas, voilà, c'est une question ouverte que je voulais poser à la fin de cet exposé.